Bonjour et bienvenue au 4e épisode des Renards du Soccer. Je suis rejoint aussi aujourd'hui par Mathieu Lemay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ouais, donc on est le mercredi 21 novembre aujourd'hui pour tourner cet épisode-là. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet en parlant de la track de la semaine. La track de la semaine, cette semaine, pas cette année, mais cette semaine, on avait une amplitude de choix. Pas vraiment. On avait juste le choix du Canada avec Saint-Kitts et Nevis ou en français Saint-Christophe et Nevis. Et en fait, on a décidé de vous présenter ce match-là. Mais avant, je veux juste vous expliquer un peu comment ça marche. Ce qui se passe, en fait, c'est que c'est une nouvelle compétition créée par la FIFA qui n'a pas été encore adoptée par toutes les confédérations, mais la CONCACAF a adopté cette compétition-là. Cette compétition-là va permettre, en fait, de remplacer un peu les matchs amicaux et va donner de plus en plus de matchs importants aux petites nations ainsi qu'aux nations comme petites nations de soccer. On parle de Canada qui n'est pas une grande nation de soccer, ou les petites îles des Caraïbes et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comment ils ont décidé de régler tout ça. En fait, ils vont faire, en CONCACAF, ils vont faire ça sur trois ligues. Ces trois ligues-là vont être divisées, donc la Ligue A, la Ligue B et la Ligue C. Et il y aura la promotion et la relégation entre chacune. Donc, comment, en fait, ça va se passer pour déterminer quels sont les pays qui font partie de cette Liga. Pour la Liga, il y aura 12 pays qui font partie de cette Ligue-là. Il y a 6 qui sont déjà qualifiés. C'est 6 qui ont déjà été qualifiés par plusieurs façons un peu obscures. On ne va pas expliquer, c'est quand même assez compliqué pour savoir comment vous l'expliquer. Donc, on a les États-Unis, la Trinité et le Tobago, Panama, Mexique, Costa Rica et le Honduras qui sont déjà qualifiés pour la Liga. Et après, il y a les 6 autres équipes qui veulent déterminer. Donc, la façon dont la CONCACAF a fait ça, c'est qu'ils ont regroupé tous ces pays-là dans une seule compétition. En fait, il restait 34 pays. Ils sont regroupés donc pour le processus de qualification. 34 pays, le Guatemala étant suspendu, donc ne participe pas au processus de qualification. Et le classement va déterminer la Ligue A, la Ligue B et la Ligue C. Évidemment, les 6 meilleurs vont rejoindre les 6 que tu as mentionnés, qui sont déjà qualifiés préalablement, pour la fameuse Ligue A, qui est le summum et qui est le sommet, la meilleure ligue, qui est la plus relevée, effectivement, comme on peut le dire. Et le gagnant, après, quand le tournoi va vraiment démarrer l'année prochaine, c'est évidemment celui qui va remporter la Ligue des Nations, ça sera ci. Et pour ce qui est de la Ligue B, là, on tombe un peu plus bas. Par contre, les 4 meilleurs de ce groupe-là vont être qualifiés pour la Gold Cup et vont se rajouter à ceux qui font partie de la Liga, petite parenthèse. Et après, ça va fermer la marche ceux du groupe C, ceux qui finissent dernier, en fait. Voilà. D'accord, donc on revient à notre équipe nationale. En fait, notre équipe nationale avait déjà remporté les 2 premiers matchs. Puis là, elle jouait son 3e match à Saint-Christophe et Nevis. Une équipe qui est un peu plus compliquée que les 2 premiers matchs qui sont terminés sur des scores fleuves, 5-0 et 6-0 si je me rappelle bien. Et pour Saint-Christophe et Nevis, c'était un peu plus compliqué parce que Saint-Christophe et Nevis avaient gagné déjà ses premiers matchs. Ils avaient gagné un match 10-0 contre Saint-Martin. Et même qu'en différentiel de but, Saint-Kitts et Nevis était devant le Canada. Donc, c'était pas une équipe à prendre à la légère. Et on le voit déjà avec John Herdman qui, au lieu de faire son fameux, si vous avez vu les 2 premiers matchs de l'équipe Canada, il avait aligné des équipes, des 11 titulaires avec 2 défenseurs. Cette fois-ci, il a été un peu plus conservateur en alignant 3, pas 4, mais 3 défenseurs. Et au poste de latéral gauche, il a mis Alphonso Davies, qui est en fait un élément extrêmement offensif. Toi, t'as pensé quoi du match, Mathieu? Ben, c'était pas on savait que ce ne serait pas un match facile. On s'en va jouer sur une petite île des Caraïbes où le terrain était plutôt calamiteux, disons-le franchement. On joue contre une équipe qui, tu l'as dit, n'était pas à prendre à la légère malgré un nom exotique. Hein? Il faut parfois se méfier. D'autant plus que les U20 nous ont donné un peu une référence en perdant contre les mêmes Saint-Christophe et Nevis 2-1 lors d'un tournoi U20 qui avait lieu il y a de ça quelques jours. Alors, il ne fallait donc pas prendre cette équipe-là à la légère. Il faut savoir tout de même que dans les 34 équipes qui restent dans ce groupe de qualification, eh bien, ils sont tous divisés par groupe selon aussi le classement qui avait déterminé les 6 qualifiés. Alors là, avec un tirage au sort, quelqu'un du groupe 1 joue contre le groupe 4, un du groupe 3, un du groupe 2, etc., etc. C'est pour ça que le Canada a joué contre des nations où on se dit qu'ils ont eu des scores fleuves. Mais contre Saint-Kitts et Nevis, là, ça devenait plus difficile. Et le prochain match, qui va être contre la Guyane, le dernier en mars, il va être aussi difficile, disons-le. Parce que là, la Guyane est classée dans le même groupe. Mais donc, Saint-Kitts, tu t'en vas jouer à l'étranger, parce qu'il y avait dans le programme 2 matchs à l'étranger, 2 matchs à la maison. Là, tu t'en vas jouer là-bas.
Alors là, c'était pas facile, mais j'ai aimé que Erdman ait quand même fait preuve d'audace. Oui, il a rajouté un défenseur, mais le défenseur qu'il a rajouté, c'est un jeune homme qui joue à Lyon pour l'équipe réserve, Zachary Broguillard, qui jouait latéral droit. Tu as parlé d'Alphonso Davies, le mettre au poste de latéral gauche, mais c'était pour l'attaque. Et devant lui, il y avait Balou Tabla, première fois titulaire. On avait un jeune défenseur qui était en défense centrale, qui était là peut-être à sa deuxième titularisation, Derek Cornelius. Il y avait quand même donc il a fait confiance à des jeunes là, dans la formation, avec des vétérans, avec Hutchison, bien entendu, qui a marqué le seul but du match. Une détente de la tête sur un centre de Russell T-Burt. Le meilleur joueur du match, selon moi, c'est lui qui a contrôlé la circulation du ballon. J'ai aimé le fait que le Canada ait quand même contrôlé le ballon globalement. Ils avaient le contrôle du jeu. Ce qui est peut-être plus décevant, c'est au niveau de la finition. Ça a été un peu plus compliqué, même si Hutchison s'est fait voler un second but avec une belle talonnade en deuxième mi-temps. Exactement. En parlant de la finition, Mathieu, c'est bien que tu le mentionnes. En fait, le Canada a tiré 19 fois au but avec juste 4 tirs cadrés. Ce qui est, à ce niveau-là, je pense, inacceptable. Oui, le Canada a gagné, c'est ça l'important. Les 3 points sont effectivement ce que Erdman recherchait, en fait, ce que tous les supporters de l'équipe nationale recherchaient. Par contre, j'aurais aimé avoir un peu plus d'adresse devant le but, un peu plus de finition, un peu plus de talent de ce point de vue-là, parce que la force offensive du Canada et la génération dorée, on ne va pas se le cacher, on a une génération dorée au Canada, est capable de marquer plus d'un but. Avec Jonathan Davis qui est rentré en milieu de match, on a... Jonathan David, pardon, qui est rentré en milieu de match, on a Kyle Larin qui est rentré aussi, Cavallini qui a été un peu transparent, selon moi, dans ce match-là. Pourtant, il avait très bien fait le match auparavant. Il y a Liam Miller, un autre jeune qui est rentré aussi. Liam Miller qui est là. En tout cas, il y a beaucoup de potentiel et je pense que déjà, j'ai été déçu de voir Alphonso Davies en tant que latéral gauche. Oui, je comprends que oui, il avait quand même beaucoup de liberté offensive, mais j'aurais aimé voir à un moment donné, quand il voit qu'encore le score est encore à 1-0, qu'à ce moment-là, soit il fasse rentrer un défenseur central pour jouer à 3 derrière complètement et avancer Brault-Gaillard, ou bien remplacer Brault-Gaillard par un défenseur central, puis jouer avec en 3-5-2 ou même en 3-6-1, en tout cas comme il veut, mais en mettant encore plus d'emphase sur l'offensive. Oui, on a vu Davis souvent faire ces allers-retours-là durant le match, où il allait s'enfoncer, il créait des occasions de marquer. Il est excellent, il est au-dessus de la moyenne, Alphonso Davies. Je pense qu'il y a très peu de personnes, très peu de joueurs sur Terre qui auraient pu faire ce qu'il a fait. En tout cas, à cet âge-là, très, très peu. Il était la force offensive tout en étant la force défensive et en faire le repli défensif à chaque fois. En tout cas, c'était quelque chose de beau à voir. Sauf que j'aurais aimé voir Erdman peut-être changer un peu sa tactique pour avoir un score un peu plus confortable. Après, ça reste une victoire. Je ne me plains pas de ça. Et j'aimerais bien mentionner juste une dernière chose sur Brault-Guillard. Tu as mentionné que Brault-Guillard, qui est effectivement avec la réserve de Lyon. En fait, Brault-Guillard, c'est quelqu'un qui est né au Canada, qui est né ici même au Québec, et qui est allé en France à l'âge de 7 ans. Et il était là-bas et puis il a commencé sa formation avec l'Olympique Lyonnais depuis tout jeune. Et maintenant, non seulement il joue avec la réserve du Club Lyonnais, qui est un des meilleurs centres de formation en Europe. Après le Barcelone, je pense que c'est le numéro 2, d'après les derniers classements. Mais en plus, il est capitaine de cette réserve-là. Donc, on s'entend, on n'a pas un petit joueur, là. On a quand même un super bel espoir. Non. Et il y en a d'autres. Non, mais en même temps, moi, je sais que tu as parlé de tes déceptions dans ce match-là. Je veux relativiser un peu là-dessus. Je pense qu'Erdman a pris un risque en mettant ces jeunes-là, mais je pense qu'à long terme, ça va payer parce que là, ils apprennent à jouer ensemble. Oui. Ils ont eu la chance de faire leurs preuves. Et une chose que j'ai aimée, c'est que malgré ces jeunes joueurs-là, on a parlé de Cornelius qui, lui, a été formé en Allemagne, mais qui joue en Serbie notamment, j'ai trouvé que défensivement, ils n'ont pas concédé de chance à l'adversaire. Ouais. Il y a eu 2 tirs cadrés seulement pour les joueurs de Saint-Christophe et Niévès. C'était 2 tirs que Borjan a arrêtés facilement. Ils ont été capables d'assurer leurs arrières, même avec un Davis comme défenseur latéral gauche, qui a quand même eu 2 tirs, dont un cadré. Oui. Alors, donc, il faut relativiser. Je ne pense pas qu'il va jouer tout le temps à cette position-là. Non. Mais c'était bien, moi, de voir un joueur comme Brault-Guillard, de voir pour un autre match Cornelius en défense centrale qui commence à prendre ses aises, de voir Liam Miller rentrer, de voir un Jonathan David, tout ce qu'ils peuvent apporter. Alors, Erdman, pour lui, il y a un peu du tout bénéf parce qu'il gagne à court terme avec le résultat, mais il peut gagner à long terme sur ce qu'il cherche à bâtir. Effectivement. Il peut avoir des réponses en cas de blessure, que ce soit des vétérans ou quoi que ce soit. À ce moment-là, il se donne des alternatives pour les matchs futurs.
Alors, moi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir le match contre la Guyane et aussi Ouais. comment le Canada va jouer ses prochains matchs à l'avenir. Ça laisse entrevoir de belles choses pour cette sélection-là. Et tu parlais de génération dorée, on va la voir grandir. Ben oui. Et peut-être beaucoup d'entre eux, si tout va bien, on va les retrouver en 2026. Là, je me projette un peu loin en avant, mais C'est ça le but. Mais c'est ça le but. C'est ça le but. Et tu as complètement raison. En plus, comme j'ai dit, il y en a d'autres qui ont été laissés de côté et qui auraient pu être là. Je parle du fameux gardien Busti de la Juventus qui joue avec l'équipe de jeunes de la Juventus. On s'entend. La Juventus de Turin. C'est pas n'importe qui peut être gardien à la Juventus de Turin, même chez ces équipes de jeunes. Donc, on s'entend que l'avenir est quand même extrêmement excitant pour l'équipe nationale canadienne. Et moi, je commence... Bon, déjà, mon niveau d'exigence, il a commencé, il est monté d'une coche. Donc, mais on connaît bien Herdman pour faire... Il avait fait avec Effectivement. la sélection féminine, il fait confiance aux jeunes. Et Il jusqu'à s'intègre maintenant- avec les vétérans, David Edgar, Hutchison, qui vont un peu les Hutchison, guider. déjà, Donc, c'est là qu'on va voir. Même Samuel Piette pourrait devenir un vétéran pour Ben ces oui. joueurs-là. Ben oui. Lui qui a été solide comme à son habitude. Vraiment. Alors, donc, on a hâte de voir la suite. Exactement. Ben, ça va clore notre premier segment, la track de la semaine. Puis on va passer tout de suite au prochain segment. C'est maintenant le moment de notre deuxième segment que vous connaissez bien, le Renard Bleu, qui traite de l'Impact de Montréal. Il faut dire que malgré que la saison de hockey soit commencée et que les séries éliminatoires de la MLS ont eu lieu et que l'Impact n'en fait évidemment pas partie, ça ne veut pas dire que les nouvelles, en tout cas, ont été plutôt vierges du côté de l'Impact de Montréal. Il s'est passé au contraire beaucoup de choses au cours des derniers jours, à commencer par la retraite de Richard Legendre, annoncée par ce dernier de son poste de vice-président de l'Impact de Montréal après plusieurs années de bons et loyaux services. Toi, Adi, tu as réagi comment au moment de la nouvelle lorsqu'elle s'est produite? Ben écoute, on risque de me répéter par rapport à l'épisode dernier. Je suis pas vraiment surpris. Mais d'un autre côté, est-ce que je suis surpris du timing? Oui, je m'attendais à ce qu'il reste encore pour 1 an ou 2. Mais bon, d'un autre côté, Richard Legendre, il faut quand même saluer sa carrière. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de choses au Québec, que ce soit en politique. On ne va pas rentrer dans les différents postes dans lesquels il est rentré, mais il a fait beaucoup de politique. Il a fait beaucoup pour Tennis Canada. C'est lui qui a participé à la construction du stade à Jarry de tennis, le stade Uniprix. Puis lui, c'est lui qui est venu en cours de route pour aider à construire le stade Saputo. Quand même 11 ans avec l'Impact de Montréal, c'est quand même à souligner, c'est quand même tout à son honneur. Il a fait passer le club, grâce à lui et sûrement à Joey Saputo et plein d'autres personnes dans le staff, ils sont passés d'un club un peu de local, un peu de quartier, un peu, je dirais pas de quartier, mais un club qui est allé dans la meilleure division nord-américaine maintenant. Et ils ont pu faire ça grâce au travail de Richard Legendre. Après, bon... est-ce qu'il a eu des défauts? Oui, il en a plusieurs. On les connaît tous. On a toujours vu déjà sur les médias sociaux combien il a été critiqué, ainsi de suite, par un peu sa langue de bois, par le fait qu'il évitait certains sujets, ainsi de suite. Par contre, il faut vraiment saluer ce qu'il a fait pour l'Impact de Montréal. Quelqu'un qui est dévoué à un club comme ça, c'est rare à voir, puis c'est beau à voir. J'ai juste hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir c'est quoi qui va se passer. Richard Legendre, lors de sa conférence de presse, a dit comme quoi il ne sera plus du tout avec l'Impact. C'est fini, il coupe ça. Donc non, il ne va pas être dans un autre rôle. Non, il quitte complètement l'Impact de Montréal. Il ne sera même pas à un rôle de conseiller. Il sera heureux d'aider au cas où on lui demande d'aider sur des sujets, et il a bien précisé pointu. Donc ce qui veut dire que si vous êtes en train de mourir, appelez-moi. Ou sinon, m'appelez pas. Donc, je suis curieux de voir ce qui va arriver dans le futur. Ils ont dit comme quoi d'autres annonces auront lieu très bientôt. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Toi, t'as pensé quoi? Bien, sachant que lorsqu'il a annoncé en conférence de presse qu'il prenait sa retraite, il disait que ça faisait 1 an qu'il en avait parlé. Donc, l'idée était quand même connue dans les bureaux de la direction. Ça veut dire que lorsque Joey a parlé de la restructuration de ses bureaux, des bureaux de la direction, il était au courant par rapport à Richard Legendre, donc j'imagine qu'ils se sont préparés. Exactement. Comme ça suit également la nouvelle du départ d'Adam Braz, on peut supposer positivement qu'il va y avoir enfin, au niveau structurel, des changements qui vont, on va l'espérer, amener l'équipe, le club à un autre niveau. J'en ai beaucoup parlé dans mes interventions de l'importance de la structure pour que les fondations soient solides. Mais je ne dis pas ça pour jeter le blâme, au contraire, à Richard Legendre, parce que moi, dans sa carrière, j'ai une vision à la fois d'excellent bras droit de Joey Saputo, mais aussi de pare-feu.
Parce que, étant donné que la structure de l'Impact, selon moi, a toujours fait défaut, ben, les défauts qu'on peut mettre sur le compte de Richard Legendre, c'est des défauts qui sont un peu des circonstances atténuantes pour moi parce qu'il avait à répondre à de choses qui ne relevaient peut-être pas de sa compétence ou de son poste de vice-président. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de département de communication, que tu coupes dans ton département de marketing et qu'il y a juste Richard Legendre qui répond quand c'est pas Joey, ben, à un moment donné, c'est certain qu'on va reprocher peut-être la langue de bois parce qu'il était politicien. C'est peut-être pour ça que Joey est allé le chercher et qu'il l'a aimé pendant toutes ces années-là. Mais à travers ça, on ne peut pas dire qu'il a fait d'erreurs monumentales comme d'autres dirigeants ont pu faire. Il n'a pas mené l'équipe au contraire de la catastrophe. Il l'a fait progresser petit peu par petit peu. Là, c'est normal qu'on passe à une autre étape suite à son départ. Mais on ne peut pas dire qu'il a fait d'erreurs coûteuses. Et l'autre chose que moi je soulignerais aussi, c'est qu'il n'a pas laissé de squelette dans le placard. Il y a des dirigeants, on parle beaucoup des Football Leagues en Europe, il y a des dirigeants qui sont dénoncés, qui sont pris dans toutes sortes de compromissions, mais pas lui. Lui, au contraire, il a été plutôt, on va dire, c'est un honnête homme qui a fait un boulot de façon plus que compétente, même plus peut-être que son poste l'exigeait. Exactement. Alors donc, ça vient avec. Et la raison pourquoi j'en parle, c'est qu'en lisant justement les pour et les contre, moi, ça m'a frappé parce que je trouvais que les défauts, c'est pas tout à fait relié à l'homme comme tel, mais plus autant au poste qu'il occupait, mais ce qu'on lui demandait de faire au-delà de ça, Exactement. à cause justement des défauts structurels que ce club-là a depuis trop longtemps. Et on va espérer que la restructuration dont on nous parle depuis le départ d'Adam Brass et là maintenant le départ de Richard Legendre, on a hâte de voir la suite, qu'est-ce qui s'en vient là, au niveau de la structure, qu'est-ce que Saputo a en tête pour faire franchir un cap à son club. À partir de 2019. Et je sais que tu tiens ça à cœur. Ben oui, c'est sûr. À toi aussi. Ben, en fait, tu as complètement raison. En fait, tu l'as dit assez souvent, tu l'as crié sur tous les toits, sur toutes tes émissions, que ce soit à la radio, que ce soit dans les participations auxquelles tu as participé, en tout cas les épisodes. Sur Twitter aussi. Sur Twitter, souvent, en parlant de la structure de l'Impact de Montréal. Et moi, je te disais, on avait une discussion un peu, que tu étais hors ligne il y a quelques semaines, puis je te disais, Mathieu, il commence à comprendre. Oui, ça a pris du temps, mais il commence à comprendre. On voit qu'il va y avoir une cellule de recrutement de 7 recruteurs. On en a déjà parlé dans un épisode avant. Oui, OK, c'est pas parfait. C'est encore une cellule partagée, mais c'est un pas en avant. Là, on a la démission de Braz. On en a parlé la semaine passée. À ce moment-là, en parlant de Braz, il y a eu l'embauche de Vassili Kremanzidis, qui est venu, en fait, de San Jose, qui était avant... qui a déjà travaillé avec l'Impact. Qui était avec l'Impact avant, puis qui est parti à San Jose. Puis là, il va venir occuper un poste qui sera un peu l'adjoint de Rémi Garde. Donc, en fait, au lieu de prendre quelqu'un qui serait en fait au-dessus de Rémi Garde, ils ont mis quelqu'un en dessous de Rémi Garde. Et que Rémi Garde, on lui a donné un peu plus de responsabilité, en fait. On lui a donné un peu plus de responsabilité. Il va s'occuper aussi, il est directeur du personnel. Et puis, l'adjoint du directeur de personnel, c'est Kremanzidis maintenant. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il va plus le conseiller au lieu de l'ordonner. Ce qui veut dire que ça donne plus de flexibilité à Garde. Je l'ai expliqué longuement lors de mon dernier article sur MLS en folie. Et puis, je trouve ça quand même intéressant que cette structure-là commence à changer. Après, c'est sûr, il y a d'autres changements qui sont attendus. On le sait. Joey Saputo l'a annoncé, comme quoi il y aura d'autres changements qui arrivent aussi dans la structure du club. J'ai hâte de voir c'est mais le fait que, en tout cas, la soupe, ça brasse ça brasse pas de façon extrême, mais qu'il y ait plein de petits événements comme ça. Tu as parlé de l'embauche de Kremanzidis. Ce que je note, en tout cas, moi, c'est dans son CV le fait qu'il soit un analytique, un spécialiste des statistiques avancées et surtout, il connaît la MLS. Et c'est quelqu'un qui va, on ne sait pas, mais qui va probablement aider ça dans le recrutement intra-MLS, mais aussi peut-être pour analyser aussi bien le personnel en place avec l'Impact, mais aussi l'opposition en face. En fait, ça fait partie de son rôle. Ça fait partie de son rôle, exactement. Donc, c'est déjà confirmé. On a souvent dit à quel point on négligeait souvent le contenu MLS, on négligeait les joueurs. Saputo avait parlé qu'on sous-estimait la Ligue. Est-ce que Kremanzidis va aider là-dessus? Je pense que oui, alors, quand on voit le CV qu'il a. Et il va aider Rémi Garde, entre autres, là-dessus. Lui-même, Rémi Garde, continue à apprendre à découvrir la MLS. Moi, je note aussi une autre nouvelle dont j'ai parlé d'ailleurs dans un article sur football365.fr, page Afrique, puisque ça concerne 2 jeunes d'origine africaine, membres de l'Académie U19, mais qui avaient déjà épaté Rémi Garde au camp d'entraînement en 2018. Ouais. Et on les a signés. On se demandait pourquoi il y avait eu beaucoup de départs. Je pense que c'était justement pour respecter le quota de 30 joueurs avec les contrats MLS. Il fallait libérer des postes avant d'embaucher. Et on a signé ces 2 jeunes-là, Rémi Garde, on voit qu'ils y tenaient, et on les a signés très tôt.
Le milieu de terrain, on se dit milieu, mais il joue comme ailier, il joue comme latéral droit. Clément Bahia, un jeune d'origine camerounaise. Il est né d'ailleurs là-bas avant d'être venu ici. Il a grandi à Sainte-Thérèse. Et un jeune d'origine congolaise, maintenant en Israël, et qui a grandi ensuite ici, notamment à Sherbrooke. Daniel Kinumbe, défenseur latéral gauche. On notera l'importance des deux postes, mais là aussi de leur qualité de ces deux joueurs-là. J'espère qu'on va les voir avec l'Impact cette saison. Pas comme partant nécessairement, mais on leur donne des minutes. Pour moi, ça va être important. On va avoir l'occasion de développer un peu sur ces deux jeunes joueurs-là. Mais le fait est qu'en mettant tout de suite, en les signant, l'Impact confirme là, qu'on semble être prêt aussi par rapport au recrutement avec ce qui s'en vient, avec le draft, le repêchage intra-ligue, tout ça. On sent qu'il y a quelque chose et on a hâte de voir la suite. Rien que pour ça, c'est ça là-dessus, je rejoins ton propos. Exactement, et je suis d'accord avec toi. En fait, même que Rémi Garde, lors de son bilan de l'année, il y a quelques semaines de ça, il a dit comme quoi Kinumbe et Bahia feront partie du groupe l'année prochaine dans le camp d'entraînement. Donc, j'espère qu'ils vont assez se préparer durant cette période morte pour pouvoir arriver fin prêt et se prouver en camp d'entraînement début janvier pour se prouver à Rémi Garde qu'il mérite d'être là et non pas prêté ou non pas loin ou à Ottawa ou n'importe où, et qui méritent d'être dans l'équipe première. Ça va clore notre deuxième segment, le Renard Bleu, et on va prendre une petite pause puis on revient tout de suite avec le troisième segment. Donc, on est là au troisième segment des Renards du Soccer. Donc, comme d'habitude, c'est les à côté du gibier. En fait, il y a plusieurs choses qui ont attiré notre attention durant cette semaine. On aimerait commencer déjà par le fameux classement Forbes. En fait, Forbes, c'est un magazine qui est un peu business et qui fait en fait son classement des valeurs des franchises MLS à chaque année. Donc, on a eu plusieurs petites observations, surtout en parlant de l'Impact de Montréal et en parlant d'autres clubs aussi. Et puis, on a trouvé ça quand même intéressant de partager ça avec vous. Toi, tu as pensé quoi du classement? Déjà, est-ce que tu peux présenter un peu le classement, Mathieu, pour nos spectateurs? Le classement, sans surprise, Atlanta United est en tête. Vous allez si vous voulez voir les chiffres, vous pouvez toujours aller évidemment sur le site Forbes et vous cherchez le classement MLS 2018. Ils vont vous le donner, les revenus, mais c'est Atlanta United, sans surprise, qui a la plus grande valeur. Je pense que c'est 330 millions. C'est extraordinaire. Mais c'est... Deuxième année. À sa deuxième année, mais c'est ridicule. Mais quand on a un stade de 70 000 personnes, à un moment donné... Une moyenne de 50 000 personnes par année. C'est énorme. En fait, ils ont supplanté pour la première fois Seattle, qui a dominé pendant plusieurs années au niveau des assistances. Le Galaxy, ça se maintient. Ils ont toujours une énorme valeur malgré 2 saisons sans faire les playoffs. On va pas se le cacher. Ils font des revenus au guichet. Et leurs rivaux locaux, LAFC, ben eux, ils ont quand même été dans le top 5. Ils ont fini dans le top 5. Donc, ils ont un nouveau stade qui s'en vient. Alors, éventuellement, quand ce nouveau stade-là va être prêt, il va falloir le surveiller. Il est déjà prêt, en fait. Il a été lancé cette année, le stade de LAFC, le Bank of California Stadium. Il a déjà été lancé cette année, mais sauf que tu as raison, ils n'ont pas fait toute l'année dans ce stade-là. Non, donc, c'est sûr que le fait que l'année prochaine, ils auront ce stade-là durant toute la saison avec pas trop de matchs de suite collés, c'est sûr, peut-être encourager le monde à aller plus souvent au stade, donc avoir une moyenne d'assistance encore plus importante. Oui, et si tu parles d'équipe d'expansion, il y a une équipe en milieu de peloton, Minnesota United. Ouais. Eux, ils vont rentrer dans leur nouveau stade l'année prochaine, alors leur valeur va augmenter. C'est certain, même si c'est pas la même stature qu'Atlanta ou Portland et tout ça. Il y a une chose que j'ai notée aussi, c'est que lorsqu'on parle des profits d'exploitation, là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'équipes MLS qui en ont fait. La plupart ont été déficitaires. L'équipe même la plus déficitaire, c'est New York City FC. Ouais. Mais quand on regarde les chiffres, et vous irez les voir, comme je l'ai dit, sur le site de Forbes, les écarts ne sont pas énormes. Non. Je sais que l'Impact avait annoncé, Joey Saputo, en fait, avait annoncé qu'il perdait 10, 11, 12 millions. Et Forbes annonce 7 millions de pertes en profit d'exploitation qui ont fondu, donc par rapport aux revenus, qui tournent aux alentours de 24 millions pour Joey et l'Impact. Mais ce qu'il faut comprendre, et là, on va parler dans la globalité, moi, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que il faut voir ça, et Forbes le mentionne, c'est que les équipes investissent beaucoup dans les infrastructures. Ben oui. Investissent dans les académies, le plan sportif, le développement. Alors, le retour sur investissement, c'est pas tout de suite. Quand il y a des jeunes joueurs qu'on va commencer à vendre un peu plus, probablement que là, le retour sur investissement pour beaucoup d'équipes va survenir. Et là, la plupart des équipes vont faire des rentrées d'argent intéressantes.
L'autre facteur qu'il faut noter, ce sont les revenus des droits de télévision. Ouais. Pour l'instant, le contrat, c'est 90 millions et on le sait que c'est pour 3 réseaux. Il y a ESPN, Univision, notamment aux États-Unis. Il y a Fox Soccer, je pense, également, ou Sports. Bien, toujours, ça, on parle pour le réseau américain. On ne parle pas des réseaux locaux. D'ailleurs, Los Angeles, ils ont une entente avec un réseau local qui leur donne beaucoup d'argent, par exemple. Ça, pour moi, ça va être un Ils ont enjeu. YouTube à Los Angeles. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont avec Ils ont, YouTube. alors, ça, c'est LFC, non, plutôt? Enfin, Ouais, c'est ça. mais moi, je parlais du Galaxy. OK, Galaxy. On va pas choquer Ibra ce soir. Exactement. Mais c'est ça. Les droits de télévision vont être le nerf de la guerre. On le voit en Europe. C'est pas les revenus au guichet qui font la majorité des revenus. Pour l'instant, à MLS, on dit que c'est les revenus au guichet, le nerf de la guerre. Mais il va falloir penser, au contraire, comme les clubs européens, c'est d'autres départements. Il y a les droits de télé. Au fur et à mesure, je pense que ça va migrer vers ce qu'on voit en Europe. Au fur et à mesure que la Ligue va encore plus s'établir, je ne dis pas qu'elle n'est pas établie, elle commence vraiment à s'établir dans tous les mœurs, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. On commence à penser de plus en plus à la MLS en tant que ligue quand même professionnelle. On n'est plus en train de penser, c'est quoi la MLS? Tout le monde connaît la MLS, même s'ils n'aiment pas ça, ils connaissent la MLS parce que la notoriété est là. Donc, on va commencer à switcher un peu à ce qui se fait en Europe, où c'est effectivement le revenu principal, c'est les droits télé. Donc, je pense que ça va aller en s'augmentant, les droits télé, ça va continuer à augmenter au fur et à mesure. Et ça va être le cas puisque Forbes annonce également qu'au niveau des codes d'écoute, il y a une hausse globale. Ben oui. Donc, la MLS, le produit est attractif et il faut tenir compte à long terme qu'il y a la Coupe du Monde qui s'en vient en 2026 qui va bénéficier Tellement. par la bande au club de la MLS. Donc, quand les droits de télé vont être négociés à partir de 2021, ça va déjà faire une différence. Il y a aussi un autre département que je voulais mentionner, c'est la commandite. On sait que récemment, la MLS a signé une nouvelle entente avec Adidas, l'équipementier. C'est un des rares cas où c'est la Ligue au complet qui négocie pour tous les costumes. Par contre, à partir de 2020, il va y avoir une nouveauté qui va faire son entrée, qui existe déjà depuis récemment, notamment en Ligue anglaise en Europe, s'il y en a qui ont observé. C'est ce qu'on appelle la commandite sur les maillots, pas au centre comme on peut le voir ici, mais sur les manches. Il y a des ententes avec des commanditaires qu'on peut faire pour commencer à commanditer les manches. Et là-dessus, la MLS a donné la permission aux équipes de trouver leur propre commanditaire. Et à partir de 2020, vous allez voir apparaître, comme on voit, notamment en Ligue anglaise, prenez l'exemple de Manchester City, on peut voir Rakuten sur les manches. C'est un exemple comme ça. Eh bien là, les clubs MLS vont pouvoir aller chercher de l'argent supplémentaire au niveau des commanditaires. Donc à la suite de cette idée de commanditer les manches courtes. Voilà. J'attends à ce que les investisseurs québécois appellent Joey Saputo pour leur dire hey, j'aimerais bien ton commandite sur les manches parce que là, je pense que ça peut beaucoup aider l'Impact. J'aimerais juste préciser une petite chose sur l'Impact de Montréal. On s'entend que quand on parle de valeur de club et de valeur d'exploitation et ainsi de suite, si je regarde, j'aimerais juste voir un peu la progression de l'Impact de Montréal ces dernières années. En fait, l'Impact a beaucoup progressé depuis 2016. Si vous regardez le classement 2016, je pense qu'il y a à peu près 50 millions de différence en valeur de franchise. L'Impact a c'est vraiment amélioré. Là, on voit une légère régression. C'est entre 2017 et 2018. Il y a une légère régression de 7 ou 8 millions. Ça, c'est dû, c'est normal. Il ne faut pas s'alarmer par rapport à ça. C'est normal parce que l'Impact a eu une saison catastrophique en 2017. Donc, c'est normal que la valeur descende parce que qu'on veuille ou pas, on a beau faire tous les schémas qu'on veut, les décisions et ce qui se passe sur le terrain va influer énormément sur tous les aspects business du club. Ce qui est normal. Le club est là pour jouer au soccer. Mais on l'avait déjà expliqué, l'importance de la différence entre la dépense, comme les salaires des joueurs, et l'investissement. On a parlé tantôt des infrastructures, l'Académie des jeunes. C'est comme le vin, ça prend du temps avant qu'il arrive à maturité et les autres clubs n'y échappent pas. En fait, les équipes qui commencent à profiter de leur académie ont un peu plus d'ancienneté. On va y revenir au cours de nos émissions, on va avoir l'occasion d'en parler, mais on peut citer plein d'exemples. Joey Saputo en a même cité lors de sa conférence de presse. Alors, le nerf de la guerre n'est pas juste, justement, comme je disais, les revenus au guichet. Oui, on peut faire mieux, mais mais Atlanta, c'est une exception, ils ont un stade de 110 000 personnes. Alors là, il y a Cincinnati qui rentre l'année prochaine et ils ont. C'est une attraction, c'est une montée rapide. Malade. Mais ça ne sera pas 70 000, on s'entend. Non. Seattle, par contre, ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils ont fait les playoffs tout le long depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont 40 000, donc une moyenne de 33 000. Enfin, on peut pas égaler ça. Mais par rapport à d'autres équipes, il y a moyen. On peut faire mieux, mais il va falloir penser
selon moi, à investir aux bons endroits. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a un public à Montréal pour aller voir du foot de façon moi, j'en doute pas. régulièrement. Moi, j'en doute pas. Parce que si la situation était si catastrophique, le Stade Saputo aurait juste 5000 personnes, en fait. Si les gens étaient vraiment si Exactement, intéressés. on s'entend. Donc, on remplit pas, mais on n'est pas si vide non plus. Exactement. On s'entend que moi, si je regarde toute cette saison, le pire que j'ai vu, le match où... je parle de match de MLS. Je pense que la pire, je pense que c'était 15 500 spectateurs. On s'entend, on est quand même rempli à plus de 66-67%. C'est quand même, c'est pas mauvais non plus, là. On n'est pas en Nouvelle-Angleterre où on se retrouve dans un stade de 70 000 personnes, on se trouve à 5 000 ou 7 000. Ouais. Non, on est quand même bien au-dessus de la moyenne. Après, j'aimerais aussi mentionner qu'on est quand même, par rapport au classement Forbes, dans les dernières équipes de la MLS. Moi, je pense que c'est vraiment temporaire à cause des mauvais résultats de l'équipe. Je pense qu'avec ces changements de structure-là qu'on a mentionnés lors du Renard Bleu, ça va s'améliorer. Il n'y a pas à s'inquiéter encore. Il n'y a pas à tirer la sonnette d'alarme encore. Ça va s'améliorer. Moi, j'en suis sûr et je suis prêt à le signer. Si vous me donnez quelque chose à signer, je vais le signer tout de suite. Non, mais de toute façon, le classement Forbes le dit, le classement, c'est une chose. Ouais. Mais quand on voit qu'il y a juste 7 équipes qui font un profit d'exploitation, et ça m'a surpris, parmi ces 7 équipes-là, on a la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Ça prouve qu'à un moment donné, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, pour faire des profits dans le foot, on l'a dit, ça passe autant par la vente d'un joueur que par les commandites et les droits de télévision. Les revenus au guichet ne suffisent pas, parce qu'en Europe, les billets sont beaucoup plus chers qu'en MLS. C'est le dernier tiers de leurs revenus. Exactement. Alors, en quelque part, Atlanta, une partie de leurs revenus, c'est aussi la vente de chandails. Je veux dire, Almiron, Martinez, ils vendent des T-shirts. Ouais. Ibrahimovic, avec Los Angeles, ils ont fait de l'argent parce qu'ils ont vendu des T-shirts. DC United avec Wayne Rooney. Alors, Piatti, peut-être, si on le mettait, on en vendrait peut-être plus de chandails, mais bon, j'avance comme ça. Mais à long terme, il ne faut pas paniquer. Quand tu as juste cette équipe sur 23 qui ont un revenu d'exploitation positif, et en même temps, quand tu vois les noms de ces équipes-là, vous allez voir, vous pourrez être surpris. Ben, vous vous dites, tu sais, quand la pire équipe, c'est New York City avec moins 15 millions, puis on connaît les propriétaires, donc il faut pas trop s'en faire. Forbes le dit d'ailleurs, ça veut dire aussi qu'il y a de l'investissement aux bons endroits et que ça va finir par rapporter. On est loin de l'époque où on vendait Matt Miazga à 5 millions à Chelsea. Ouais, là, on commence à vendre à 15 millions. En tout cas, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de faire encore une fois cet épisode avec toi. On aimerait remercier, c'est sûr, notre partenaire principal qui est City Vision et la personne qui nous filme, Danny Dixo, qui est extraordinaire. Je te remercie encore une fois d'être à mes côtés, Mathieu. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi. Ah ouais, c'est réciproque, Adi. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup pour votre fidélité. Puis à la fois prochaine. À bientôt. Moi, j'aime ça parler des comédies. Ouais, moi, ça a marché. Ça a marché, mais j'étais content quand tu m'avais dit super bonne idée.